évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est nécessaire de faire un point transparent sur le fait que le micro que je vais vous présenter ce soir n'a pas été fourni par la marque. Je n'ai eu absolument aucun contact avec Elgato. Je pense que ça semble un petit peu évident de par le fait que jusqu'ici, je n'ai pas témoigné d'un grand enthousiasme ou d'un amour pour les produits de la marque, car je trouve généralement que ceci manque énormément d'innovation et de rapport qualité-prix. Bien qu'il y ait des choses intéressantes qui soient apportées sur la table, la plupart du temps, on a des produits qui, je ne vais pas dire recyclent, mais reprennent énormément ce qui est déjà présent sur le marché, rajoutant en simple intérêt qu'une simplicité d'utilisation légèrement revue à la hausse et le marketing qui va avec. C'est vraiment l'aspect marketing qui fait vivre les produits d'Elgato, la simplicité d'utilisation, leur place dans le marché en tant que plus ou moins leader. Et dans les avantages, mais qui sont, je trouve aussi un des avantages, le fait que la marque a la sale tendance de se fier et de tout laisser reposer sur l'ordinateur, derrière le matériel. Rien n'est fait généralement en interne par les machines. Donc, pas d'entente avec la marque, pas de prise de contact, pas de produits fournis. J'ai acheté ce micro sur Le Bon Coin. La personne qui me l'a envoyé a reçu en fait le micro en doublon de la part d'Elgato, m'a donc envoyé le deuxième micro qu'elle a eu, donc micro gratuit pour lui. Et moi j'ai eu une belle réduction de 40 €. Pas de rémunération, bien évidemment, vu que j'ai dépensé de l'argent pour faire ça. Et donc, pas de contrainte éditoriale. Bien évidemment, de par le fait que ça va être un live de déballage et découverte, ce sont des premières impressions que je vais vous partager ici. Donc, si vous souhaitez investir dans un Wave DX, attendez. Allez regarder déjà d'autres vidéos. Et si vous souhaitez vraiment avoir le fin de mot de l'histoire de mon côté, attendez des futures diffusions faisant usage de ce micro avec traitement, ce qui va être compliqué ce soir. Et attendez ma vidéo définitive, parce que ce micro sera comparé avec d'autres entrées dans sa gamme. Ce soir, vous allez avoir uniquement le Maono en comparaison, mais sur la vidéo finale, vous aurez le SM57, le PodMic et le PD70 de Presonus. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Y a-t-il des questions ? Avant qu'on fonce déballer ce produit. Et du coup, est vraiment encore sous scellé, quoi. Ils sont là. Non. Go déballer le bail. Exactement. Alors, je vais monter le gain du micro, comme ça je ne serai pas dans la mouise, parce que je vais l'éloigner. Bonsoir. Ah oui, Scribble, comment vas-tu ? Voilà, comme ça je vais éloigner un peu le micro. Et allons-y. Déjà en termes d'emballage, alors bon, il a pris un petit peu cher, mais comme je vous l'ai dit, il est sous-scellé. C'est quand même impressionnant, enfin c'est pas impressionnant, mais la première notion importante pour moi, c'est que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le premier produit Elgato que je vais déballer de ma vie. J'ai jamais eu entre les mains une boîte de la marque, je n'ai jamais vu une boîte de la marque. Oui, j'ai le micro qui repose sur le rapport Gabriel de Jean d'Ormesson et Leur crise, nos solutions de Suzanne Georges, de livre qui était dans la pièce de l'hôtel. Merci. Merci les gars, vous êtes les boss. Bref. Le Wave DX, donc c'est la première fois que je vais avoir sous le nez et dans les mains une boîte Elgato. Je trouve pas ça particulièrement élégant en termes de graphisme, de visuel, mais si on reste sur les critères de base qui est de mettre en avant le produit et d'offrir un descriptif rapide de ce que c'est ainsi que la référence produit et la marque, ça coche toutes les cases. On a des vues du produit sur le côté, le tube d'une certaine façon, la montée sur un bras micro. Ils aiment bien le foutre de diagonale et c'est un enfer pour moi qui veut faire une fiche produit sur ce micro tôt ou tard. Information sur le contenu de la boîte, donc il y a le Wave DX, le pivot, les adaptateurs de filetage, le guide de démarrage rapide et puis un tour des capacités rapidement, connectique XLR, réjection des bruits ambiants de par le fait qu'on est sur un dynamique,
Filtre anti-pop interne, grand angle de captation, ce qui pour moi est un petit peu incompatible avec la réjection de bruit, mais bon, oui, c'est un cardio, certes. Directivité cardio, redondance d'une certaine façon là, et puis optimisé pour la prise de parole, logique, merci. Numéro de série, blablabla. Et puis donc ici, une vue plus étendue du bordel avec un détail sur chacune des capacités et un plan du bidule sur un bras micro. Donc c'est marrant de voir qu'on est un petit peu sur la même trame que ce qu'il y a avec le Sona, hein, sauf que je trouve que c'est bien moins élégant. D'une certaine façon, l'arrière est plus immersif, mais je préfère le côté coupé, parce que là, en termes de visibilité, ça pose certains soucis, quoi, parce que là, on est en termes de taux de contraste sur du blanc qui est sur du bleu clair. C'est moyen. Alors, c'est pas très agréable en termes de bruit, mais ils ont quand même mieux géré la gestion du pivot que Logitech. Donc, on est directement accueilli par un guide de démarrage rapide qui donne d'ores et déjà les infos sur comment s'installe le bordel, la gestion des écrous quand vous démontez et que vous apposez le pivot, la distance requise. Tout un blabla traduit en toutes les langues. Et je saurais dire ce que c'est que ça. Ça a l'air d'être un tableau qui répertorie les matériaux utilisés pour la fabrication. Le truc qui m'amuse, c'est que la plupart, c'est entièrement en chinois sur la haute partie, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce qu'il y a ici installer WaveDX sur un support? Ouais, donc en fait, là, c'est mal foutu. Là, on a la traduction de ce qui est écrit ici en anglais. Ok. Alors, il y a un avertissement, n'utilisez pas l'alimentation fantôme avec le WaveDX, mais bon, étant donné qu'on est sur un dynamique, c'est pas censé le foutre en l'air. Donc voilà. Et en dessous, on a directement le micro. Et d'accord, donc ça s'ouvre comme ceci. Sauf erreur de c'est pas clair, attends. Donc je retire le micro comme ça, merci Pépère. Donne-moi le micro. Voilà. Et donc ça se passe comment pour les trucs en dessous? Parce que moi j'ai l'impression que c'est une pochette à rabat, mais je me trompe peut-être. Ouais, c'est ça. C'est juste pas clair du tout. Ah. Ok. Donc on a ça qui est flottant. S'il y a des adaptateurs de filetage, je vois pas où est-ce qu'ils sont mis là-dedans. Et conseil de sécurité importante. Ok. D'accord. Donc lui, il est là-dedans avec un logo Elgato. J'ai cru que c'était un sticker, mais non. Environmentally friendly. Looks like plastic, but 100% biodégradable. Écoute, génial. Et le voilà. Ok. Il y a un préservatif sur le pivot. Et donc un ruban qui marque le... Parler au bout, c'est un dynamique, belle journée. Parce que bon, faut qu'on en parle, hein, mais de ce point de vue-là, ça peut quand même vachement ressembler à un statique de par la forme de la grille. Le fameux logo Elgato qui est ici. Numéro de série. Le pivot unidirectionnel qui ne peut pas tourner à 360 degrés parce que ça vient se heurter contre le micro. Donc on est plus à un 270 qu'un 360. Ok. Et je réfléchis déjà à comment s'il y a une possibilité et comment de l'ouvrir, parce que la première chose qui me saute aux yeux sur ce micro, alors le fait qu'il a un poids qui est plutôt correct, bien que inférieur à celui d'un PodMic et compagnie, c'est le fait qu'il n'y a aucune vis, rien d'apparent.
c'est pas toujours une bonne chose, j'ai envie de dire, pour la réparabilité du bordel s'il y a un souci quelconque. Donc, je ne valide pas. Et donc... Ah, si, il y en a une ici. En termes d'assemblage, on est sur un écrou plastique, enfin une rondelle en plastique, une rondelle métallique, enfin un insert métallique, une rondelle en plastique, la vis. Ok. Ah, c'est bien, ils ont utilisé un peu le même type d'arnaque que Blue pour masquer toutes les certifications. Ils ont foutu ça sur Lance. Bien joué. C'est fort, c'est beau. En fait, je suis très dérouté par le fait qu'il y ait cette histoire-là. Là. T'as fait un clip de quoi, toi, Chacal? La capote de micro avec. Et alors, si j'ai bien compris comment fonctionnait le bordel... Donc c'est censé être rotatif cette merde. Alors je suis quand même pas convaincu du tout parce que ça s'enlève pas avec un doigt. Encore moins avec un couteau. Je suis perdu. Je suis perdu. Ça pivote absolument pas, ouais. Mais si. C'est quand même une dinguerie parce qu'ils vendent partout le coup du « Hey, orientable, mes couilles !» Bah non, en fait. Genre vraiment, le bas, il reste de marbre. Ah non, non, pas de pression du tout. Hein. C'est pas un truc genre t'appuies et puis ça se... Non, vraiment, que dalle. Alors, je vais pas dire que c'est une déception parce que je trouvais ça particulièrement idiot, mais je peux aller revérifier. Hein, je l'ai supprimé, yes. Je suis sûr et certain qu'il y a une histoire de hey, tu peux le tourner. C'est peut-être lié directement avec le pivot, mais je vois pas comment. Voilà, le jeu est officiel, c'est bonsoir, non. Ouais, c'est ça se déclipse. C'est juste tout sauf facile à faire. Quel truc de con, ça, putain. Donc c'est tenu par un clip, c'est effectivement, faut venir attaquer le truc, quoi. Ah, ils sont malins, hein. Ok. Ah bah... Attends, tu te fous de ma gueule. C'est encore pire que ça? Attends. Il y a un détrompeur, mais... Mais je casse mon putain de crâne. Mais je casse mon... Attends, vraiment, je bousille mon cerveau-là. Donc t'es en train de me dire qu'il se masturbe H31 sur le coup de oui, vous pouvez faire la rotation, et il y a un putain de détrompeur. Là, le petit ergot en plastique. Parce que ça, c'est pas une trace de moulage. La trace de moulage, elle est à l'opposé. On est à un niveau d'incohérence, là, vraiment, ça bat des records. Hein. Puis du coup, c'est giga chiant. Oh là 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 là. Après, si je l'attaque, effectivement, je peux effectuer une rotation librement, mais... C'est-à-dire que ça s'appelle tricher. Quelle idée. Bref. Beau micro autrement. Hein. Bon. Avant de le démonter, il faut voir comment il sonne, j'ai envie de vous dire, mais bon. C'est...
C'est un peu affligeant. Donc au niveau des adaptateurs de filetage, ils sont déjà intégrés dans le bidule à la réception. Aller chercher de quoi défaire. Un outil de professionnel, hein, bien évidemment. Ne reproduisez pas ça chez vous. Et donc on a deux adaptateurs de filetage. On a le classique 5/8 vers 3/8 et intégré dedans un 3/8 vers 1/4 de pouce. C'est une autre façon de travailler que celle de Logitech, de Blue que je préfère, qui a été de faire un adaptateur 2 en 1. Mais bon, ça revient au même. Hein. À noter que on est sur un système solidaire avec le reste du micro. Donc, contrairement au PodMic, contrairement au Sona, contrairement au SM7, contrairement d'une certaine façon au Maono, que nenni la rotation du micro librement sans le dévisser. C'est au bras micro de vous offrir cette liberté s'il le désire. Donc c'est un peu chiant. Enfin voilà. Introducing le Zoom H4n qui va me servir d'interface audio ce soir pour tester ce micro. Juste avant, il faudrait que je m'assure d'un truc. La fantôme est éteinte. Nickel. Je savais pas qu'il y avait directement accès au machin. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Je vais virer ça. Dans l'immédiat, je vais le tenir. Il a pas un poids déplaisant. Hein. Ouais, pas de souci pour l'ergot. Ça se verrouille bien, c'est quali là-dessus, rien à redire. Alors, et j'ai déjà du niveau, mais attends, mais c'est-à-dire que... Ah oui d'accord, il avait déjà du gain le sagouin. Alors, déjà, avant toute chose... Bonjour. Avant toute chose, on va se remettre un petit peu le Maono dans l'oreille, et surtout à plat. Voilà, donc là vous avez le Maono à plat. Je me foute à 30, comme ça vous l'aurez correctement. Et voilà ce que donne le Maono en proximité. À 30 dB de gain, enfin à 30% de gain, pas 30 dB, qu'est-ce que je raconte ? Voilà ce que ça donne en brut avec les filtres de désactiver. Seule chose que j'ai d'activer sur OBS, et je vais m'empresser de le couper, c'est un expander, parce que ce micro n'a pas d'expander intégré à mon grand regret, et ça pose quelques soucis de, prise de bruit indésirable. Et voilà ce que donne le micro à plat connecté en USB à mon ordinateur. Si vous voulez la comparaison parfaite, je pourrais le faire passer en XLR, ce que je vous propose de faire en fait simplement. Tac. Parce que de toute manière, je peux faire les deux. Et en même temps, s'il vous plaît. Et hop, que je branche le casque. Est-ce que tu pourrais me mettre du volume dedans? D'accord. Je suis bien sur la sortie casque pourtant. Est-ce que j'ai le monitoring d'activer? Oui, bah alors. Ah. Donc j'ai pris le zoom, alors c'est bien pour le coup, j'ai pris le zoom, j'ai emprunté le zoom à France Bleu Provence qui a un monitoring qui ne fonctionne pas. Voilà qui est bien embarrassant parce que par contre je vais pas pouvoir entendre le son du micro du coup. Donc tu m'emmerdes. Je vais me mettre, alors il sort où le monitoring? Voilà, si je mets ça sur le Maono. Tac.
Alors, camarade, va falloir que tu me donnes un coup de main là, vite fait. Si je me mets en propriété audio avancée et que je mets le monitoring, est-ce que ça crée une boucle de zinzin ou pas? Monitoring uniquement. Non, c'est pas ça que je veux là, c'est lui. Monitoring est sorti. Non, c'est bon. Nickel. Ok. Bon, parfait. Et là, vous m'entendez pas en double, normalement. Ouais, ça a l'air bon. Donc, monitoring uniquement, couper la sortie. Ah oui, non, c'est parce que je suis teubé en fait. Voilà. Ouais, mais pareil. Pas de boucle. Alors, donc là, vous entendez. Voilà, vous l'entendez en double. Là, vous entendez le PD400X à travers le H4N. Donc voilà ce que ça donne. Brut de décoffrage et avec un gain qui, alors numériquement, même si ça n'a pas trop de valeur, est à 70. Ce qui en langage Zoom veut dire 70. D'autres informations, je vous invite à aller sur mon blog. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... J'ai pas la plage de gain et j'ai la flemme de vous faire une fonction de transfert. Bon bref. 70 dB. Voilà ce que ça donne. Sans aucun traitement. Brut de décoffrage. Voilà. Et donc, que donne le Elgato? C'est ce que je vous propose de voir. Donc là, on est à gain identique. J'ai l'impression que le niveau est plus faible que tout à l'heure, mais c'est peut-être juste une impression. Je vais monter mon niveau de casque. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup moins de graves sur ce micro que sur le Maono. C'est la première chose qui me saute aux oreilles. Alors j'ai un décalage qui est évidemment compliqué entre mon casque, entre ma voix et mon retour d'écoute. Donc je ne vais pas garder le casque ad vitam aeternam, mais la première chose que je remarque, c'est effectivement qu'il a un son bien plus clair. Et alors si je suis malin et que je fais les deux en même temps, je vais aller modifier ça. Je peux faire un truc plutôt malin. C'est-à-dire que je prends le Maono, je le mets à... Je le mets... En révélateur, je le mets en monitoring désactivé. Pouf. Et sur Manolink, je rétablis la balance. Voilà. Donc là, vous avez le PD400X qui, comme vous pourrez le constater, est plus généreux en grave que le Elgato. En tout cas, c'est ce que je remarque en première écoute, c'est qu'il a l'air d'être plus généreux. Le gain interne de celui-ci est à 20, mais ça c'est absolument pas pour comparer les valeurs de niveau entre l'un et l'autre. Je remarque cependant qu'il est plus fort que le Elgato en écoute. Donc je vais remonter le gain, je vais mettre à 80 sur le Elgato. Comme ça, on va essayer de les matcher en niveau. C'est un peu trop fort du côté du Elgato. Voilà, parfait. Voilà, ouais, nickel. Donc voilà ce que donne le Maono. Et voilà ce que donne le Elgato. Que dire? Le Elgato est plus présent que le Maono. Il a un aigu qui est plus distinct, plus détaillé. Alors, j'allais dire autant. Une difficulté différente sur les sifflantes parce qu'étant donné qu'il est plus étendu dans l'aigu que le Maono, les sifflantes sont plus tranchantes que sur le précédent. Cependant, elles sont tout aussi accentuées, j'ai l'impression. Il n'a pas un caractère déplaisant, mais moi je trouve qu'il manque un petit peu de générosité dans le bas. C'est pas hideux, mais ça manquerait un petit peu de remontée du grave, de base, dans le caractère de base de celui-ci. Des premières impressions, il sent le 9. Normal, connard. Mais des premières impressions, je repasse sur le Maono pour que vous ayez une fois de plus la nuance de l'un à l'autre. Voilà.
Fantôme, plugin, disconnect. C'est quand même dingue que j'ai pas de retour. Je vais essayer de lancer de la musique, voir si c'est vraiment la prise qui est morte ou s'il y a un souci de config. Ça pourrait être moi qui suis teubé, hein, mais parce que j'en vois la même chose dans les deux. Ah non, je l'affirme, c'est effectivement que la sortie casque de cet enregistreur est en l'air. Je suppose qu'il y a une belle différence de prix. Alors, à ce moment-là, voilà ma question. Selon toi, lequel est le plus coûteux des deux? Lequel est le plus coûteux des deux? À l'écoute simple du caractère. Sur lequel je ne tirerai, j'ai envie de dire, aucune conclusion hâtive. Voilà, ça m'intéresse. Selon toi, quel est le micro entre les deux qui sonne le plus premium? Ah, elle est sifflante. Saucisse. Alors attendez, je vais le tège. Saucisse. Voilà, petite saucisse. Qu'est-ce que ça donne en termes de sifflant si je me mets de côté pour pas avoir le souffle? Parce qu'au niveau du souffle, ce micro est absolument insupportable. Saucisse. Et que donnent les sifflantes ici? Ouais, elles sont... Ouais. Elles sont plus violentes sur le Elgato. Le Elgato parce que je connais pas la marque. Donc selon toi, le Elgato serait plus cher que le Maono. Ok. Bonsoir Blackor. Le Wave a une sonorité type téléphone? Ma foi, c'est original. Mais je comprends pas trop ton sentiment. Enfin, j'ai du mal à saisir. Est-ce que j'ai Audio Hijack installé? Pas non plus. Une pointure en termes de bruit de manipulation. Ouais. Juste, je vais regarder ce que ça donne en termes de latence si je change mon mode opératoire. Si j'arrête de faire le monitoring du côté d'OBS et que je passe par Loopback. Alors attendez 2 secondes. Voilà. Ah. Excusez-moi, mais ça a l'air instantané en fait. Ouais, voilà. Putain. Loopback, le boss. Voilà, donc là je vais pas avoir de latence. En tout cas, j'ai une latence minuscule entre ma voix et mon retour. C'est magique. Parfait. Le Maono m'impressionne plutôt. Je ne m'attendais pas à une telle qualité. Alors, que je passe dans l'ensemble. Donc, déjà pour te répondre, le Maono m'impressionne plutôt. Je ne m'attendais pas à une telle qualité. Le Maono est plus cher que le Elgato, 40 à 60 € plus cher, pour la simple et bonne raison que là où le Elgato est... Enfin, déjà pour la simple et bonne raison, parce que le Elgato est un micro XLR uniquement, et le Maono est un micro hybride, USB et XLR en même temps. Donc le Maono est à 180-200 €, et le Elgato est à 140. Voilà, moi je l'ai eu pour 100 € parce que je l'ai acheté d'occasion, mais voilà. Il est à 140. On va voir les bruits de manipulation. Voilà qui est intéressant. Je trouvais que la gestion des bruits de manipulation sur le Maono était catastrophique. C'est kiff-kiff sur le Elgato. Ouais, la vache. Maono n'est pas une marque donnée, je ne la connaissais pas et je pensais que tu allais nous sortir une nouvelle marque chinoise. Mais c'est le cas de Maono. C'est une marque chinoise
Et ce micro-là, c'est leur premier hybride. Mais il faut mettre ça dans le contexte. C'est-à-dire que ce micro-là, il coûte 180 €. Le MV7 de chez Shure en coûte 260. Et on a un set de fonctionnalités comparable. C'est non seulement plus fort... Enfin, c'est plus fort sur le Elgato, mais c'est moins comment dire, réparti dans le spectre. Mais pour une simple raison, lui m'a l'air beaucoup plus coupé dans le grave. Il m'a l'air plus limité dans le grave. C'est peut-être juste une histoire d'équilibre sonore, mais il me renvoie déjà beaucoup moins de basses, beaucoup moins de graves, de bas que le Maono. Après, ça plaira, ça plaira pas. Je trouve l'aigu de l'Elgato plus distingué, plus étendu. Cependant, les sifflantes... comment tu mutes ton Mac, Jean PodMic, quand tu as une interface audio sans bouton mute, comme sur la EO24 que je compte prendre? Eh bien, tu peux pas. Ces bruits de manipulation me donnent envie de me défenestrer, cependant. J'ai pas le Dynacaster pour comparer la quantité d'aigus. Logique, connard. Mais il est certainement moins étendu que le Dynacaster. Parce que quand tu vois les figures de réponse en fréquence, il a un gabarit qui s'arrête à 15 kHz, celui-là. Donc, c'est pas un statique, quoi. Ouais. Faut voir ce que ça donne sur un pied. Hein. Donc, c'est la prochaine étape, j'ai envie de vous dire. Un peu catastrophique, vraiment, les bruits de manipulation, c'est pas glorieux. Donc l'excuse du le voisin il fait pas super non plus ne marche pas. Pourquoi j'ai défait ça? Je suis débile. J'ai enlevé un adaptateur de filetage, sauf qu'en fait j'ai besoin de libérer aucun adaptateur de filetage, je peux directement le foutre sur le pied. Même en personne, je trouve pas particulièrement esthétique. Hein. Alors, coupure, interlude, musique. Je sais pas trop comment vous dire. Il y a vraiment... ce micro m'inspire vraiment un côté genre... une vibe... alors, vous n'allez pas voir la référence. L'M DO21. Ça fait vraiment genre... ça fait micro des années 50 en termes de format. Et je pense pas vraiment que ce soit l'objectif et le look visé par la marque d'une certaine façon. J'aime vraiment pas les sifflantes de ce micro. L'effet de proximité, il est presque nécessaire pour avoir un équilibre que je trouve agréable. C'est quoi ton deuxième micro alors? Donc là, d'un côté, on a le Elgato Wave DX et de l'autre, on a le Maono PD400X qui est un hybride USB XLR. Ça veut dire quoi, bruit Rax? Oui. Contexte. J'ai jamais entendu ce terme-là. T'es sûr que tu t'es bien... T'as sorti le bon terme? Bonsoir Tib, bienvenue. Bruit hors axe, probablement ça. Par rapport au Logitech d'ici à 15 jours, on l'a pris 30 ans. Oui, c'est clair. C'est pas il y a 15 jours, c'est il y a une semaine et demie. Hors axe, c'est toujours pas ça. Je suis bugué en tentant de comprendre. Ouais. Bruit hors axe. C'est deux mots. Hors, H-O-A-R-S, H-O-R-S, axe, A-X-E. C'est les bruits
qui ne sont pas dans le champ de captation du micro. Le Maono est en USB parce que j'ai qu'un seul câble XLR et qu'il me faut un micro qui me fasse la sortie d'écoute, vu que j'ai pris le H4n avec la sortie casque baisée. Voilà. On fait avec. Tu veux mieux qu'un PodMic dans la... Tu as mieux qu'un PodMic dans la même tranche de prix, voire un peu plus cher et une bonne interface pour l'accompagner. Et bien justement, j'attends d'avoir testé tout cela pour te donner un bilan. Ce soir, ce qui est sûr, c'est qu'on a uniquement le Elgato et le Maono qui, j'ai envie de dire, sera d'une gamme inférieure, obligatoirement. Mais chose amusante, c'est que le Maono a des traits de caractère que je trouve plus agréables que le Elgato qui est censé être plus haut de gamme. Bon. On n'est vraiment pas sur un SM7 ou un Tsona en termes d'isolation des bruits de manipulation. Mon Dieu que c'est pas beau. Allez, concert. Au secours. T'as quoi comme interface pour le Elgato? Un Zoom H4n. Voilà, rien de mirobolant. Ce que j'avais sous la main à France Bleu Provence, que j'ai honteusement emprunté l'ombre d'un soir. J'ai du coup pris le H4n qui était en réparation, vu que la sortie casque de celui-ci ne fonctionne pas. Il est bien inutile pour les collègues journalistes. J'ai galéré pendant je ne sais pas combien de temps à trouver un câble mini USB, putain. Oh, la croix et la bannière. Donc voilà. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions par rapport à ce micro? Parce que j'ai envie de dire que la découverte, elle est globalement faite. On va repasser sur le Maono Lambda d'un instant. Pour donner un petit peu des nuances de caractère. C'est vraiment le jour et la nuit en termes de sonorité. Il y a du bon dans les deux. Hein. Il y a du bon dans les deux pour être parfaitement franc avec vous, pour être transparent avec vous. Le Maono a un caractère que je trouve plus doux, plus tranquillou, plus agréable et d'une certaine façon plus chaleureux. Plus chaleureux que le Elgato. Le Elgato est très froid d'une certaine façon de par le fait que je ne vais pas dire qu'il oublie le grave, mais il est très en retrait. Il est très en retrait et l'extension de l'aigu est une qualité certes, mais est préjudiciable au niveau des sifflantes sur lesquelles il est relativement intransigeant. Donc, c'est pas un micro parfait. En même temps, à 100 €, vous attendiez à quoi? Enfin, 140 €. Vous attendiez à quoi? J'ai envie de dire, si j'étais un salaud, que certains s'attendaient peut-être à un tueur de Shure SM7B, comme annoncé par certains. Alors je pense qu'on a la preuve ici que ce n'est pas le cas. On a un petit micro correct, pas inintéressant en termes de sonorité. Après, il va falloir voir avec un set comparatif plus étendu. Cependant, on n'est absolument pas sur un micro qui va aller jouer dans la même gamme, taper dans la même gamme que les classiques du genre. SM7, RE20, PR40. Même si bon, pour le coup, il pourrait peut-être jouer avec un PR40 qui est, je trouve, un échec absolu. Je trouve horrible ce micro. MD420 et j'en passe. On a vraiment c'est un dynamique d'entrée de gamme et ça mérite pas d'être comparé comme autre chose. Ça fait son travail. C'est pas joli. Enfin, moi, je trouve pas ça joli du tout. Je suis... oui, 58. Bah, j'aurai le 57 en comparaison la semaine prochaine. Je vais faire mes enregistrements chez Oscar, chez Sikelio.
Et puis il y a Morta qui amènera son PD70 que j'enregistrerai également pour comparaison. Je suis vraiment perplexe sur cette histoire de logo rotatif. J'ai peut-être une unité défectueuse, mais bon, c'est c'est une petite pastille en plastique, quoi. C'est chaud de se foirer là-dessus quand même. Et puis j'ai envie de dire que si c'est niqué comme ça, vous allez galérer pour le sortir proprement, donc c'est une vanne. Je vais pas tester chez toi le micro, je vais juste faire des recs. Je te piquerai ton AG06. Chose que je remarque aussi, c'est que il y a une marque. Enfin, sauf si ça te dérange ou quelqu'un va te faire foutre. Il y a une marque de. Enfin, il y a une barre en fait de transition qui est ici, donc c'est pas entièrement gris. Notez également que j'ai la peinture qui s'est écaillée à un endroit. Il est neuf, hein, et j'ai pas attaqué avec mon couteau ici, donc ok. Ça n'a pas l'air d'être top en termes de peinture. En termes de tenue de peinture, ça a l'air de s'écailler plutôt facilement. Je comprends pas cette étape-là. Peut-être qu'il y a moyen de le démonter, mais j'ai pas compris comment. Le fait qu'il y ait des choses marquées en chinois dessus. Comment dire? On sait où c'est construit, il n'y a pas de question là-dessus, évidemment. Enfin, malheureusement, évidemment. Mais pas élégant, quoi. C'est pas élégant. Alors, comment résumer mon propos? Je suis mi-figue, mi-raisin. Je suis mi-figue, mi-raisin. Je ne fournirai pas de réponse à cette question ce soir. Parce que justement, l'objectif... Enfin, dans 4 jours très exactement, je vais pouvoir étendre mon banc d'essai dans ce secteur. En test en réel. Donc, d'ici là, je pense pas que ce soit pertinent de fournir de réponse à cette question. On est si près du but. C'est fou par rapport au Blue Sona, comme un même design de base peut faire moderne chez l'un et vieillot chez l'autre. C'est ça. Mais la réponse, tu l'auras pas dans 4 jours, hein, tu l'auras dans une semaine, voire plus, quand je serai de retour et puis que je pourrai vous fournir. Ah bah d'accord. Écoute, réveille-toi, voilà. Et que je pourrai vous fournir mes retours sur ces enregistrements parce que la semaine prochaine, lundi, c'est lundi. Sikelio, c'est lundi que va avoir lieu le live cuisine, parce qu'il va falloir que je commence à en parler un petit peu, qu'on ramène du monde. Je ne serai pas en direct chez moi, je serai en direct physiquement chez Sikelio. Parce que je passe chez celui-ci, étant donné que je suis descendu dans le sud de la France. Je vais remonter, faire un passage en Auvergne-Rhône-Alpes pour passer un petit séjour, de par le fait que ça va être un week-end de 4 jours avec le 1er novembre, pour faire un live cuisine chez ce cher ami Sikelio en compagnie de Mortanos. Et c'est donc la raison de ce pourquoi j'ai en profité pour tester le SM57 et le PD70. Et plus tard, chez une autre connaissance, le PodMic, pour étendre le banc d'essai à son maximum. Oui, et malheureusement, tu seras pas là. J'ai autant le seum que toi, frère. Ta faute à ta meuf aussi. Le mec qui crée des conflits. Parce qu'en soi, les trajets en train, c'était pas impossible. C'était chiant, mais c'était pas impossible. Une capsule travaillée avec les 8 audios, je ne connais pas, ce sont des bons. Eh bien,
une fois de plus, je vais faire appel à votre patience, parce que bien que, en termes de microphone, je ne puis pas vraiment fournir de réponse, bien que j'ai entendu des démonstrations des micros de Lewitt à travers différentes voix, et il m'est censé remarquer que c'était les spécialistes, et je pense qu'on en a la preuve ici, des micros avec un aigu étendu, et parfois un peu trop mis en avant. C'est, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur pour le coup, c'est des opinions et une façon de voir la signature sonore, ce qui sonne bien et ce qui... Enfin, phrase très longue, pour un propos de base qui est simple. Je n'apprécie pas nécessairement, non, je n'apprécie pas nécessairement le caractère des micros de Lewitt, parce que je trouve que de façon générale, c'est des micros qui ont un haut du spectre étendu et mis en avant. Une signature sonore qu'on pourrait qualifier de très moderne. Je suis pas très client parce que je préfère un caractère avec un grave qui est plus mis en avant. Ça ne veut pas forcément dire qu'il mange l'ensemble du caractère, mais qu'il se retrouve au moins au même niveau que l'aigu. Et que l'aigu ne prenne pas le dessus. Voilà. Je ne vais pas en vouloir à un micro s'il déborde de grave. Alors, jusqu'à un certain niveau, évidemment. Si le micro, si ça vaut juste une voix grave, enfin, si j'ai juste l'impression de parler dans la pièce d'à côté ou d'être sur un micro en sortie de boîte de nuit, ça va pas me plaire. Mais je vais avoir beaucoup moins tendance à en vouloir à un micro qui a un grave légèrement mis en avant qu'un micro qui a une quantité d'aigus très remontée. Et c'est le cas de Lewitt, c'est qu'ils ont des micros qui sont cristallins. Voilà le mot. Je suis pas 100% fan. Après, j'ai pas essayé sur ma voix, ça se trouve, ça sera un miracle. Mais des démonstrations que j'ai entendues, qui étaient généralement avec des gens qui avaient déjà des voix claires, Hyposvox, Podcast Stage, et je ne sais qui d'autre, je crois, si je sais, Audio Hotline, ça colle pas. Moi, je trouve que ça colle pas. À des gens qui ont déjà des voix qui ont plein d'énergie dans l'aigu, ça marche pas. Peut-être qu'avec des voix graves, ça peut le faire. Quoique, ça pourrait être préjudiciable au niveau des sifflantes. Et je pense qu'on a déjà un premier exemple ici avec un micro qui a été co-conçu avec la marque. Ça peut être compliqué. Cependant, en termes d'avis général de la compagnie et la qualité de leurs produits, j'ai envie de dire que, une fois de plus, si vous êtes patient, mercredi prochain, live de déballage et découverte. Et pas de n'importe quoi. De leur interface audio, la Lewitt Connect 6. Vous devez être là. Parce que c'est pas un petit bidule. C'est pas une petite interface audio anodine où tu branches tes micros et tu sors du son. Ça fait bien plus que ça. Donc soyez là. Parce qu'on va peut-être avoir là une solution concurrente aux interfaces audio qu'on a pour du streaming habituellement. Et c'est bien d'avoir un nouvel acteur. Donc, venez là, mercredi prochain. Les 2 mercredis qui vont s'enchaîner vont être intéressants. Donc pour répondre à la suite de ta question, or donc l'avis que j'ai sur la marque de Lewitt, donc ce sont des bons, je pense avoir répondu à la question, et je pense que je donnerai une réponse plus complète mercredi quand j'aurai eu en main un emballage produit et un produit. Voilà, pour voir de façon générale, pour un produit qui a été intégralement fait par Lewitt, même si bien évidemment c'est pas dans le même secteur, je pourrais déjà donner un avis plus précis sur comment travaille la marque parce que j'aurais une idée de ce que ça donne en termes de recherche et développement, en expérience de déballage, qualité de fabrication, apparence, etc. Là, on est sur un produit différent parce que effectivement, je le confirme, il a été co-conçu avec Lewitt et de par le fait que j'ai un intermédiaire chez eux, j'ai posé la question quand j'avais eu au téléphone mais du coup, vous travaillez comment avec Elgato? Elgato leur fournissent un cahier des charges et eux se chargent de concevoir le produit et de le fabriquer. Donc j'aurais tendance à dire que Elgato se charge du design, de la surcouche logicielle, de l'expérience de déballage, et Lewitt, eux, je ne vais pas dire se contentent, mais se chargent voilà, de
développer, de concevoir le produit en termes de circuiterie interne, de choix de composants, etc. De conception driver et compagnie. Et donc voilà ce que ça donne avec un cahier des charges d'Elgato, un produit, les 8. Enfin, fait par les 8 en partie. En termes, au niveau du prix, en tout cas la réponse que je peux vous fournir, c'est que c'est une proposition honnête. J'ai pas un 58 dans le creux de l'oreille, mais de mes souvenirs, c'est un micro bien plus. Enfin, donc il y aurait un grave qui remonterait. J'ai envie de dire que d'une certaine façon, on va plus se rapprocher. Alors, on va plus se rapprocher de ce que propose un Maono. D'ailleurs, j'ai envie de dire que si je voulais atteindre le look 58, ce que je pourrais faire, c'est aller chercher le boost de présence. Voilà. Avec le boost de présence, j'aurais envie de dire qu'on se retrouve un petit peu sur ce que fournit un 58, c'est-à-dire un aigu mis en avant, un haut médium mis en avant, et un grave qui suit de pair. Ouais, pour le coup, ça ressemble plus ou moins à un 58. Du souvenir que j'en ai en tout cas, c'est-à-dire un micro très marqué dans l'aigu et dans le grave. Mais là, je l'ai rallumé. En fait, je viens de me rendre compte que je pouvais appuyer sur le 1 du zoom pour activer et désactiver la tranche. C'est trop bien. Cette config est géniale. Et pourtant, elle a été faite sur le pouce aujourd'hui. On est sur deux micros qui, en termes de caractère, se tiennent. Ils ne sont pas hideux, ils ont leurs défauts, ils ont leurs avantages. Et pour des micros dans cette gamme de prix, c'est-à-dire du dynamique, je veux dire, milieu de gamme, parce qu'on n'est pas non plus sur du XM8500 ou du SM48 à 50 balles. On est sur un micro qui commence à rentrer dans un certain prix, avec une exigence en termes de qualité de fabrication, de solidité de son, etc. C'est pas parfait. Voilà. Il a un caractère qui est, j'ai envie de dire, plus... pas dire plus marqué. J'allais dire ça, mais ça serait une erreur. Si, je l'ai. Il a un caractère qui j'aurais tendance à dire risque de passer sur moins de voix que ce qu'on retrouve dans du plus haut de gamme. Le SM7B, il a ce caractère qui est marqué, mais qui est flatteur sur une grande quantité de tessiture. Le Sona, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait remonter le coup de il manque d'aigu de par un effet de contraste, étant donné que le cerveau fonctionne sur une base contextuelle. Donc de par le contexte du X5 que j'avais avant et du Dynacaster et du SM7, il a effectivement un aigu qui paraît absent. Il n'est pas absent, il est en retrait, et j'avancerais même qu'il est plus étendu, plus détaillé que celui du SM7, bien qu'en retrait. Remonter avec de l'égalisation, ça saute aux oreilles, c'est un micro qui a un aigu qui est plus complet, qui va plus loin, qui s'étend plus loin. Et le Dynacaster, c'est une autre histoire, l'aigu est, je trouve, trop mis en avant. Enfin bref, ce sont deux micros qui ont des caractères qui vont plus coller sur plus de voix. En termes de qualité de fabrication, il y a moins de choses à redire. On n'a pas des éclats de peinture qui partent au moindre accroc. On n'a pas ce souci de la rotule, le pas de vis n'est pas monté sur n'a pas de degré de liberté pour assurer la rotation libre du micro. Là, c'est vissé, t'es dans la merde. Tu veux tourner le micro, et tu dévisses. Il n'y a pas d'ajustement de sonorité. Il n'est pas très gourmand en gain, bien que je suis à 77 sur 100. Il n'est pas non plus monstrueusement gourmand en gain, mais il n'a pas de préampli intégré. Il n'y a pas de possibilité d'ajout, d'échange, de protection contre l'explosive. Je sais pas si c'est... cheap. On en a pour son argent. Je pense que c'est la meilleure façon de poser la chose. C'est que c'est imparfait. Et c'est bien normal. À ce prix. Mais ce qui me turlupine, c'est que certains collègues
dont je ne citerai pas le nom, dès qu'ils ont vu apparaître ce micro, se sont instantanément dit « Oh, on a là un tueur de SM7B ». C'est quel manque d'analyse, ça? À aucun moment on ne joue dans la même cour. Et c'est même pas... Enfin, j'espère que vous pourrez me croire là-dessus, mais c'est absolument pas une histoire d'orgueil, c'est absolument pas une histoire de défense de telle ou telle marque. J'en ai rien à foutre de défendre Shure. J'en ai rien à foutre de défendre Shure. Ils sont gigantesques, ils n'ont pas besoin de moi pour briller, pour vendre des micros, des SM7. Ils en vendent à l'appel. Mais ce qui me déplaît à l'inverse, c'est que d'un coup d'un seul, plein de gens débarquent en disant ce produit a une présence dans l'industrie qui est injustifiée. Sa place n'a aucune raison d'être. C'est n'importe quoi que le SM7 ait une telle réputation, qu'il soit autant couru, etc. C'est ridicule. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et certains savent peut-être de qui je parle. Je cherche pas non plus à créer de drama, mais ça me casse les pieds. Sincèrement, que on cherche à vouloir systématiquement remettre en cause, faire la guerre à des standards. Généralement pour aller chasser le chiffre. Vraiment pour moi, le SM7, ça représente cette mouvance le mieux. Parce que c'est un micro, enfin, j'ai pas envie de dire qu'il est éternel, mais ça fait très longtemps qu'il existe. 1950, si je dis pas de conneries, c'est un micro qui est vieux. Hein. Le premier SM7. Je vais les regarder, ressortir la date précise. « 1976 pour le SM7 original. 1976 pour le SM7 tout court. Je ne parle pas du SM7B. Parce que l'histoire, la réputation du SM7B a commencé au SM7. Donc, on est à plus d'une cinquantaine d'années. Enfin, près d'une cinquantaine d'années. Si en 50 ans, ce micro n'a pas bougé de sa place et de son statut d'icône, c'est peut-être pour une foutue raison. Peut-être. Et peut-être que c'est complètement débile de vouloir ouvrir le débat en mode non mais peut-être qu'en fait depuis 50 ans les gens ils sont cons et ils se sont complètement trompés. Parce que là on n'est pas sur un produit qui a été utilisé par du grand public. Cette réputation, elle n'est pas sortie du trou du cul d'un mec qui s'est dit, enfin d'un mec qui est un jour rentré dans un magasin de musique et qui s'est dit tiens je vais tester ce micro là. Il y a du monde qui est passé et qui s'est dit putain il y a quelque chose. Et donc là t'es en train de me dire que de nulle part t'as un pélo qui a un jour ouvert un OBS, qui a réussi à démarrer un stream et à programmer un stream deck, qui s'est dit tiens, je suis un pro, je vais faire payer mes services et démarrer une chaîne YouTube pour parler du sujet, qui a lancé le truc du bah non en fait c'est le SM7B. Pourquoi la réputation quoi, ça n'a aucun sens. Mais ce Elgato à 140 €, le bas à plat de couture. Pin ta tante.
Sans déconner. Donc non. Ce n'est pas un tueur du SM7B. Un tueur de PodMic? Peut-être. On verra bien. En tout cas, en termes d'intelligence de conception, non. Un tueur de PD70? Peut-être. En termes de conception, on est un peu kiff-kiff, mais pas de bonnette interchangeable. Peut-être un tueur de SM57? Permettez. Je veux retrouver la date de sortie du SM57 parce que j'ai envie de dire que l'argument est le même. Hein. Bref, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Donc peut-être que c'est 97 pour le SM7B, mais le SM7 qui est vraiment dans le cœur du sujet, lui, date de 76, pardon. Le SM7A 99 et le SM7B 2001. Voilà toutes les dates. Donc, je pense qu'on peut assurer que sur tous les plans, la comparaison n'a pas lieu d'être et ça me prend le chou monstrueusement de voir à chaque sortie de Microdynamique, peu importe leur gamme de prix, « Oh, le SM7B, il est mort !» C'est toi, je vais te fumer. Compare le comparable. Putain. Le SM58, c'est pas leur son qui fait que tout le monde les utilise. Je suis pas d'accord avec cet argument-là. Ça joue aussi énormément. C'est des micros qui ont un caractère qui est, je ne vais pas dire bien taillé, parce que je ne suis pas fan du 58, mais c'est des micros qui ont des caractères qui sont taillés pour leurs usages. Qui effectivement sont très robustes, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que c'est pas... Enfin, une fois de plus, il y en a des alternatives hein, au 57. Mais souvent, si tu les amplis gratte, tu vois un 57 qui est collé. Alors que pourtant, il y en a d'autres, hein, des micros qui peuvent se foutre dans cette même situation. Et pourtant, on sort un 57. Pourquoi? Parce qu'il sonne. Donc si, d'une certaine façon. Hein. Je vais te le retrouver. Voilà. Ce que j'en cherchais en particulier. Voilà, le 609 de Sennheiser. Le 906, voilà, le 906. Pareil, hein. Il colle bien plus à l'usage, c'est un truc que tu peux le faire pendouiller sur ton ampli gratte, et pourtant on le voit beaucoup moins souvent que le 57. Sachant que tous ces youtubeurs parlent de tueurs de SM7B en mettant un lien d'affiliation pour que les bleus achètent le pseudo tueur en leur amenant du pognon. Mais continueront de faire leur stream avec le SM7B pour montrer que eux, ce sont des pros qui ont acheté du matériel de pro, pas pour les pros. Fait pour les pros. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Enfin, ça contribue à ça. Mais vraiment... D'une certaine façon, j'ai envie de dire que ce micro fait dire me casse les couilles. C'est pas foncièrement un mauvais produit, il y a des défauts de conception qui m'agacent plus que sur un PodMic par exemple. Le PodMic, je le trouve d'une intelligence de conception qui est top.
Ça a été le premier avec ce gabarit cul coupé, là, tout minuscule. Lance est giga solide, il pèse bien lourd. Il a un diamètre qui fait que c'est. Et un format surtout, parce qu'il n'est pas carré, qui fait que c'est facile de coller une bonnette dessus si t'en as besoin. La putain d'anse pivote séparément du filetage pour le tenir sur un bras micro. Il est bien foutu. Et puis surtout, ça a été le premier à ouvrir ce milieu-là. Le PodMic est sorti, putain quoi. Enfin, un dynamique comme ça qui pouvait coller à l'utilisation streaming. C'est pas anodin comme produit. Et c'est pareil, il cherche à être détrôné très régulièrement. Peut-être qu'en termes de caractère, on a effectivement... j'ai une coupure de connexion. On a effectivement un tueur de PodMic. En termes de conception, non. En termes de qualité de fabrication, ça, dans l'immédiat, ça me donne pas un super ressenti. Hein. Et je ratais des remarques. Je suis de 76 et j'ai pas 50 ans, tu viens de me tuer là. Désolé. Les ingé sons qui ont installé des SM7 dans les radios à sa sortie sont tous à la retraite. Reprocher à des youtubeurs qui cherchent le clic et qui parlent de micro à un public qui s'y connaissent rien et qui souvent n'y connaissent rien non plus, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Ouais, sauf que j'ai envie de dire que je suis dans le même créneau et ça me casse les couilles. Enfin, ça me casse les couilles. J'ai envie de dire que ça m'arrange d'avoir des débiles comme ça en concurrent. Hein, mais... Je connais plein de streamers qui vont juste voir XR puis Elgato et être sûr que c'est un tueur de SM7B malheureusement. Ah bah oui, ça... Je fais canner, il a fait la même voix. J'ai même pas cherché en plus. J'ai même pas cherché à faire la même voix. Envie de m'enfoncer un câble XLR dans l'urètre. Oh putain de merde. Ah bah il a du grave quand il veut celui-là. Hein. De retour un petit peu sur le Maono. J'ai le boost de présence qui reste activé. Donc là on a une signature sonore type SM58. Et là, vous voyez, ça fait la même, quoi. Ça le fait moins facilement, mais ça fait la même. Je pense que c'est juste une histoire de dévisser le bidule, mais ça le fait, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, je suis désolé, je vais éviter de le bouger, que vous n'ayez pas les bruits de manipulation incessants. Je trouve le Maono plus agréable. Enfin, il est plus relax. Il est moins... Comment dire ? Il est moins beau, d'une certaine façon. Mais je le trouve plus agréable. Même avec le boost de présence, hein, pour le coup. Ah non, je suis à plat. Là, je suis avec le boost de présence. Je vous raconte des bêtises. J'avais pas la fenêtre ouverte. Je croyais l'avoir laissée. Donc voilà, avec le boost de présence, ce que ça donne. Alors, si on veut avoir la signature sonore type celui-là, je mets le boost de présence et le coupe bas. Et même là, je le trouve plus élégant. Enfin, pas plus élégant, plus agréable. Celui-là est plus élégant. Celui-là est plus agréable. Voilà mon ressenti. Mais d'une certaine façon, bien qu'en termes de sonorité, on peut comparer ces micros, en termes de fonctionnalité, pas du tout. XLR, hybride, pas de traitement. Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas un PodMic. Même si bon, mis comme ça, on pourrait y croire. C'est un PodMic repeint. Des questions? Des remarques? Je vous écoute. En tout cas, très content de cette configuration de stream, ça marche vachement bien.
C'est cool. Et l'éclairage flingue. Franchement. Je trouve ça vraiment très marrant le fait que ça soit la même molette que le Yeti X. ça fait remonter des souvenirs. J'ai eu un commentaire sur cette vidéo pas plus tard qu'aujourd'hui. Il y a un souci avec le chat ou quoi? Parce que j'en vois le flux, hein, j'ai l'impression, mais... Ah, ouais, c'est pas une arnaque, et à partir de là, tant que personne du public cible ce micro se sent lésé en l'achetant, ça me va. Ouais, c'est bon. C'est nettement mieux en mode nomade qu'avant. Oui, bah après, logique. On investit. Voilà, on va revenir dessus. Ouais, non, ouais. Enfin, c'est pas bien l'effet de contraste, mais il y a quelque chose qui fait que j'aime moins le caractère de celui-ci. J'ai vraiment l'impression. Après, j'ai un retour légèrement décalé, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup moins corpulent que le Maono. Et pourtant, le Maono, c'est une capsule dynamique chinoise à 13 balles quoi dedans. Hein. Enfin, je sais pas le prix précisément, mais ça m'étonnerait pas. Que dire? Je suis pas conquis. Il remplacera pas mon Sona, ni mon SM7. Encore moins mon SM7. En tout cas, la boîte fait un très bon support pour surélever. On n'a pas testé les Briorax et les plosives. Petites putes. Alors, pour le coup, là-dessus, respect. Hein. Il n'y a pas besoin de bonnette là-dessus. Hein. Ça te fait un peu un son de grille sur les pops, mais ça fonctionne super bien. En même temps, quand t'as pas de grave d'accentuer, tu prends pas de risque. Je m'acharne, c'est bon. Mais c'est vrai. On peut pas m'enlever que c'est vrai. Du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de réjection des Briorax? Là, je suis à 90. On va essayer de conserver la même distance. Et là, je suis à 180. Ouais, bon, c'est pas... Ah, oh, ça sonne bizarrement en arrière. Ouah, la vache. Ok. Donc, voilà ce que ça donne sur le Elgato. Et qu'est-ce que ça donne sur le Maono en termes de réjection des Briorax? Ok, voilà. Donc là, je suis à 90. 0, 90, 180. J'ai tout de même l'impression... que, encore une fois, à ce niveau-là... Ouais. D'accord. Ouais, non, ouais, d'accord. Vous disiez quoi dessus? Élimination des bruits ambiants. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Non, mais il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Non. Est-ce que vous trouvez que je m'acharne? Ou est-ce que... Est-ce que selon vous, je suis relativement honnête? Parce que j'ai peur
J'ai peur d'abuser sur le jugement de ce micro. Mais de l'autre, j'ai pas cette impression du tout. Ah bah oui, tiens, génial. Surtout que ça pose aucun souci de qualité, ce genre de merde. Super chiant comme emballage. Parce que bon, j'ai pas l'impression non plus de lui foutre la misère et de le mettre dans une situation et dans une position où forcément il est en désavantage. J'ai l'impression d'être relativement honnête là-dessus. Et comment dire? Je me souviens plus de la référence précise de la capsule du Maono. Mais vraiment, c'est une capsule qui n'a pas été conçue par le fabricant. C'est une capsule qui est probablement trouvable sur le marché OEM chinois. C'est un fournisseur externe qui vend celle-ci et qui la manufacture. Je préfère le son de celle-ci par rapport à une capsule spécialement conçue pour Elgato. Et qui est probablement plus coûteuse. Oh non, mais là vraiment, le comparatif, je le fais dans son contexte. Or, le coup de gueule que j'ai sur la comparaison systématique avec le SM7, là, le banc de test, qui est composé d'un seul autre micro, se fait avec un micro qui est dans son secteur. Et qui, j'aurais tendance à dire, est même censé être désavantagé, parce que celui-ci, pour 180, il fait USB plus XLR. Pour 180 €, il faut fournir le convertisseur analogique numérique, le DSP, l'ampli, tout le bordel. T'as une putain d'interface audio là-dedans. Il faut qu'en plus, t'assures la connectique en XLR. Il n'est pas avantagé. Et... Et voilà quoi. Genre... ouais. Ouais. Je préfère le caractère de celui-ci, désolé. À plat en tout cas. Ça se trouve, à traiter, celui-ci sera monstrueux. Mais... Comment ça, le XLR du Elgato est au bon endroit? Il n'y a pas d'endroit. En tout cas, tu peux le voir avec l'accroche, ça pointe vers le haut quand je le mets dans cette position-là. C'est cohérent par rapport au logo Elgato. Donc, oui, j'ai envie de te dire. Ah oui, oui. Mais ça, c'était le câble, c'était pas le micro en tant que tel. Et ça se trouve, c'est moi qui l'ai remonté comme un con et qui ai blâmé le contrôle qualité. Bon. Le mono chatouille plus l'oreille que le micro du pâtissier. Ouais. C'est des micros avec des caractères différents. C'est ça la nuance que je peux apporter cependant. Hein, parce que là, c'est sur une histoire de... Enfin, d'un côté, c'est sur une histoire de préférence. De l'autre, faut pas se voiler la face. Il y a aussi une part de comparatif qui est faite sur des valeurs objectives. Genre l'extension dans le grave. Et là, force est d'admettre que c'est pas stellaire. Pas vraiment, pas du tout même. Et ça... ça, c'est difficile à défendre. Après, peut-être qu'on est sur le même cas que le Sona, c'est-à-dire que ça donne l'impression de ne pas être là, et en fait, c'est là, il faut juste le remonter. Mais
Donc ça, c'est le son d'un micro qui visiblement a un aigu, enfin un grave peu étendu. Et ça, c'est les sons de manipulation d'un micro qui a un grave étendu et légèrement accentué. Que dire de plus ?